Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire sur Internet. En fait, moi-même, Jean-Samuel et Samuel, nous allons vous parler aujourd'hui en tant que moi, hôte, et Samuel en tant que présentateur là, pour toute la question de l'Internet. On est en direct de 2C2B Coworking à Boisbriand. Ils seront bientôt également à Mascouche. Et puis, aujourd'hui, en fait, on répondra à toutes vos questions concernant l'Internet. On essaiera de démystifier tout ça. OK, bonjour tout le monde. Moi, c'est Samuel et je suis spécialiste réseau client chez Fibronoir. Je suis un contact technique en pré-vente dans l'équipe de vente avec mon équipier Jean-Samuel. Puis oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est les Internets. Comment ça marche les Internets? On utilise ça à tous les jours. Il n'y a personne qui sait comment ça marche. C'est un nuage. Puis le but d'aujourd'hui, c'est de démystifier ce point-là. Fibronoir, en tant que fournisseur d'Internet, un contact assez privilégié dans cette perspective-là. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je pense que c'est inattendu pour personne qui joint ce meeting. Moi, c'est mon nom, c'est Sam. Plus spécifiquement, la manière que moi j'aime faire des talks, c'est de répondre à des questions. C'est vraiment d'avoir des questions très claires, puis qu'à la fin de tout ça, on dise on a répondu à quelle question, comme ça, il y a au moins un peu quelque chose de très clair d'accompli à la fin. Les questions au menu aujourd'hui, c'est comment ça marche sur Internet, l'Internet, pour être plus précis. On aime bien rire de ça. Les différences entre les opérateurs d'Internet, c'est quoi? Parce que oui, il y a quand même des caractéristiques. On va être une présentation très quand même technique. Le but, c'est d'avoir quelque chose idéalement agnostique. Oui, on parle de Fibronoir aujourd'hui, on parle d'Internet, nous, notre perspective, notre infrastructure, mais ça se veut quand même général d'être agnostique. Fait, quand même, d'un point de vue plus technique, quelles sont les différences entre les opérateurs? On va parler de transit, de peering, de CDN. Tout ça, c'est des technologies pour accéder à Internet d'un point de vue du fournisseur. On va parler de c'est quoi ces termes-là, qu'est-ce que ça fait, que ça marche en hiver. C'est quoi un fournisseur d'Internet Tier 1? Les fameux tiers, il y a beaucoup de marketing, des photos de ça. On veut quand même répondre à cette question. Puis le but optimal, c'est de dire qu'est-ce qui se passe quand je suis chez Fibronoir, j'accède à Netflix, j'accède à Azure, Teams, à Slack, à toutes sortes d'applications. C'est quoi un peu ce qui se passe derrière ça? Si jamais vous avez des questions ou vous voulez approfondir un sujet, n'hésitez pas à nous écrire. On a en direct devant nous le chat, donc on sera à votre disposition pour répondre à vos questions supplémentaires. Alors, chez vous donc, avant de commencer, on aime savoir à qui on parle. Moi, je parle devant une caméra et un écran présentement aujourd'hui, mais il y a du monde qui se cache derrière ça. Donc, on a un sondage intégré au webinaire qui va être disponible. Donc, je vais partir le questionnaire maintenant. Puis vous allez voir, dans le fond, le but, c'est si vous pouvez répondre, puis vous devriez être en mesure de répondre à l'instant, c'est de voir un peu on a affaire à qui présentement. Le but, c'est de voir est-ce qu'on a vraiment des personnes techniques qui sont dans l'opérationnel, qui ont à interagir avec des fournisseurs d'Internet, ou plus peut-être des directeurs qui veulent une vision plus haute, un peu plus voir, ils sont peut-être en train de choisir ou remettre en question le fournisseur, les choix techniques qu'il y a eu. On peut voir peut-être si on approche plus technique, plus gestionnaire, puis peut-être des hybrides, des gens qui font un peu de tout, qui ont tous les chapeaux dans l'entreprise. On va se donner un peu 20 secondes. Il y a quand même déjà 28 personnes sur 48, 30 personnes, 62 qui ont répondu. Laissons-nous quelques secondes, mais pour le moment, 23 de directeurs. On a quand même un bon. Il y a autre qui est populaire. Les gens vous avez le droit d'être là si vous êtes juste curieux aussi. Si vous êtes, si vous êtes perdu, bon. Fait que la catégorie il y a beaucoup peut-être des gens qui ont beaucoup de chapeaux dans l'entreprise et que le titre en question ne les interpelle pas, mais beaucoup d'administrateurs réseau. OK, ça semble être. Ça me traite quand même technique, mais quand même une bonne proportion aussi de gens qui ont des rôles plus exécutifs dans l'entreprise. Fait qu'on va dire presque 50-50, mais peut-être un volet un peu plus technique. Okay, d'accord. Allons-y avec ça. Gardons ça en tête. Parce que le but d'où est originé ce webinaire-là, c'est que dans les années précédentes, je travaillais à l'ingénierie de Fibronoir, un rôle très technique, là, vraiment gérer le backbone de Fibronoir, puis les ajouts de capacité, régler les problèmes, etc. Puis à cette époque-là, on était tous au bureau, oui, en personne, et régler les problèmes, c'était se tourner vers un collègue pour en parler. Mais il y avait beaucoup de gens de vente, des fois, qui venaient nous voir, puis il y a une question, il y a un point qui m'avait retenu, puis la personne chez Fibronoir, dans l'équipe de vente, m'avait dit, je sais que vous travaillez fort, mais j'ai aucune idée de ce que vous faites. J'ai aucune idée de ce que vous faites. Je sais que l'Internet marche avec vous, puis vous travaillez là-dedans. D'où le fait que ce webinaire-là
en est sorti. Je me suis dit, on devrait essayer de simplifier le tout. Ça vient de là, ce webinaire-là ici. Puis j'aime toujours mettre un contexte d'où viennent les sujets. Donc, on va attaquer tout de suite le sujet, l'Internet, les Internets. On va y aller avec les Internets, c'est plus amusant. Puis je pense que pour une grande partie de l'auditoire qui regarde présentement, c'est souvent la vue qui est montrée ici, que dans la tête des gens, ça se passe comme sur l'Internet. C'est qu'ils ont peut-être un firewall, ils ont peut-être un firewall en HA, puis ils ont leur fournisseur d'Internet, ils se connectent à ça, puis c'est un maudit gros nuage qui est derrière ça, puis voilà. Ça fonctionne. Mystérieusement. C'est ça. Moi, j'ai une route par défaut dans mon firewall, j'envoie ça à mon fournisseur, peu importe qui il est, puis ça fonctionne. Peut-être certains clients qui ont deux fournisseurs, qui ont fournisseur 1, fournisseur 2, puis que peut-être qu'ils influencent le trafic pour aller d'un à l'autre, peut-être qu'ils ont une bande passante plus élevée sur le fournisseur 1 et 2, puis mais au final, pour eux, c'est deux fournisseurs, c'est deux nuages distincts, deux factures, deux points de contact. Ça s'arrête quand même là. Fait que le but, c'est de rentrer dans ce nuage-là aujourd'hui. Puis en fait, trois sujets, on va y aller en trois phases. Trois sujets, l'Internet à haut niveau, high level, à quoi ça ressemble dans le fond l'Internet. On va rentrer dans ce premier sujet-là. Deuxièmement, on veut parler de c'est quoi du transit network, du peering, c'est quoi du CDN. Puis en dernier lieu, c'est quoi un Tier 1, un Tier 2, un Tier 3 provider, c'est quoi ces titres-là qui des fois est utilisé dans des slogans et dans différentes choses. On essaie d'être agnostique. Hein. Le but aujourd'hui, c'est d'être agnostique, mais on va quand même parler, dans le fond, de la position de FibroNord dans cette infrastructure-là. Nous, on se situe en termes de ces technologies-là. Effectivement. C'est des informations qui sont disponibles à tous, là, soit dit en passant. C'est publiquement disponible, donc très objectif là, comme partage aujourd'hui. Par l'Internet. L'Internet, c'est public à la base, donc on essaie d'être hyper transparent. Donc, premier sujet, l'Internet à haut niveau. L'Internet à niveau, c'est pas mal ça, l'Internet à niveau. C'est un amalgame de nuages. On peut être qu'un nuage, c'est Internet, mais à la base, c'est des réseaux de différentes entreprises, qui peuvent être publiques, puis principalement, habituellement, qui est privé, puis qui s'interconnectent l'un à l'autre pour brancher ensemble ses clients, son contenu, les choses qu'ils veulent mettre de disponibles sur Internet. Donc, à la base, oui, c'est un nuage de nuages. C'est un cloud, on rentre dans le cloud, puis on se rend compte que c'est des clouds ensemble connectés l'un à l'autre. C'est très vulgarisé, mais oui, à la base, c'est des fournisseurs. C'est fournisseurs, mais ce n'est pas juste fournisseurs d'Internet, ça peut être un fournisseur de contenu, Google, Amazon, ils vont se brancher sur Internet, puis un de ces nuages-là va être celui-là de ces joueurs-là. Ça peut être une entreprise qui, elle, dans le fond, a acheté ses propres adresses IP publiques, elle détient les IP, puis elle se connecte sur Internet à différents fournisseurs. Elle aussi peut être considérée comme un nuage. Donc, on peut faire partie de l'écosystème d'Internet sans être un fournisseur d'Internet. Exactement. Mais à la base, ce qu'il faut pour participer au réseau Internet, c'est un ASM. C'est un AS. C'est un identifiant sur Internet qui est géré par des entreprises. C'est différentes entités, là, dépendant où on est où géographiquement, mais au Canada, nous autres, ça va être ARIN qui va contrôler le tout. Puis le but, c'est que quand tu vas parler sur Internet, tu veux t'identifier. Tu veux dire, moi, je suis qui? Puis ça s'appelle un ASM, un AS number. Donc, sur FibroNord, si vous cherchez le nom sur Google, le nom de votre fournisseur avec ASM, vous allez trouver son identifiant. Puis le but, c'est que c'est un peu comme ça que les différents nuages se parlent l'un à l'autre. Moi, je suis FibroNord, puis en passant, lui au centre. Lui au centre, par pur hasard, c'est l'AS22652 de FibroNord. Donc, sur FibroNord, AS22652, c'est FibroNord. FibroNord s'identifie comme ça. Il va se connecter à d'autres fournisseurs en disant « Bonjour, AS22652, je veux me connecter avec AS14, AS10. » Bon, c'est des exemples fictifs auto. Mais le point de l'Internet, ça va être vraiment basé sur cet identifiant-là, que dans le but de tout ça, c'est de partager, d'annoncer à ses partenaires, aux autres nuages qu'on se connecte, quelles sont les adresses IP que nous, on détient, que nous, on rend disponibles à Internet. Si nos clients, quand on leur donne un service Internet, on leur assigne des adresses IP. Finalement, le but, c'est que cette adresse IP-là soit disponible sur Internet, soit disponible à tout le monde. Puis FibroNord, c'est l'entité qui donne accès à ces IP-là. Il y a deux points importants qu'on veut parler à haut niveau sur Internet. Il y a l'AS number, qui est l'identifiant utilisé pour se connecter à Internet. Il y a BGP. BGP, ça va être la manière, le protocole de routage, la manière qui est utilisée pour échanger les adresses IP détenues entre deux entités. FibroNord, AS22652, veut dire à l'AS10 à côté, voici mes adresses IP, ça va se faire avec BGP. Avec BGP, je vais dire, hey, mon cher AS10, voici les adresses IP que FibroNord a. Si tu veux y accéder, ça se passe dans ma cour. L'AS10 va faire exactement la même chose. Il va dire merci FibroNord, je suis bien content. Moi, en passant, ça, c'est mes adresses IP. Si tu veux avoir accès à ces IP-là, tu peux venir dans ma cour
Ainsi se forme avec de multiples interconnexions, tout le monde qui se parle en BGP, qui s'interconnecte, qui annonce toutes ces plages d'adresses IP qu'ils sont détenteurs, puis que finalement, tout le monde apprend un petit peu à dire, OK, cette adresse IP-là est disponible par-ci, par-là, etc., et se bâtit l'Internet à haut niveau. Donc, basé sur un identifiant, avec BGP, on échange dans le fond l'information de nos adresses IP. Si je vois dans un exemple ici, mon client A, qui par hasard est sur le reste de Fibronoir par pur hasard, c'est vraiment étrange, il veut parler au client B. Dans le fond, c'est que Fibronoir va annoncer à l'AS10 les adresses IP qu'il détiennent, dont l'adresse IP du client A. L'AS10 va faire exactement la même chose avec le client B. Donc, le client A, si on vient à mon image de départ qui avait une image, il l'envoie chez Fibronoir. Fibronoir va faire « Ah, OK, tu veux parler dans le fond à client B. Moi, je sais que le client B, son adresse IP est disponible chez l'AS10. Donc, je garoche ça dans sa cour. Alors, S10 envoie ça au client B et le chemin de retour suit cette logique-là. À haut niveau, c'est pas mal ça Internet. C'est simple. Ben oui, hein? OK. Rentrons un peu plus dans les concepts un peu plus bas niveau. On a dit que l'Internet, c'est des réseaux interconnectés avec BGP finalement pour échanger l'adresse IP. On va parler du transit. C'est quoi du transit? C'est quoi du peering? C'est quoi du CDN? On va parler du transit. Le concept de transit, c'est que, idéalement, si je reviens à mon client A qui veut parler à mon client B, on va dire, mettons que AS10, c'est British Telecom, une compagnie en Europe. Puis je suis assez convaincu de Fibronoir n'a pas d'interconnexion branchée directement avec cette compagnie européenne-là, mais ça pourrait être une compagnie ailleurs, là, en Russie, en Afrique, peu importe. Convention juste qu'il y a de milliers d'entités sur Internet, puis c'est impossible de se brancher directement avec tout le monde. Mais tu veux accéder à tout le monde parce que tu ne vas pas dire cette adresse IP-là, monsieur. On ne l'atteint pas. Non, désolé. On va venir demain, on va essayer. Le point, c'est que dans cette situation-là, que Fibronoir n'a pas d'accès direct, de chemin direct avec le réseau que le client A essaye de rejoindre, on va passer par un intermédiaire. On va transiter via un intermédiaire. Vous voyez le terme transit qui embarque ici. C'est ça le point. Le concept de transit, en fait, il y a 2 points. Il y a le point que pour rejoindre le AS de destination, l'entité de destination qu'on veut faire, puisque je n'ai pas de connexion directe, je vais transiter vers un intermédiaire qui me donne accès à ça. Donc, d'où le fait du transit. C'est aussi le point pour considérer ça comme du transit, c'est habituellement, en fait, c'est toujours un achat qui va être fait. J'explique, c'est que Fibronoir achète de l'Internet. Fibronoir, il ne se connaît pas tout le monde, il ne se connaît pas avec tout le monde. Comme je disais, mettons, British Telecom, il n'est probablement pas connecté directement. Même chose, peu importe l'entreprise en Afrique, en Russie. Pour accéder à ce bassin-là, nous, Fibronoir, puis en fait, tous les fournisseurs d'Internet canadiens vont acheter de l'Internet. Ils vont aller magasiner de l'Internet auprès de grands joueurs, habituellement, de grands joueurs internationaux qui, eux, ont un bassin de connexion international et significatif. Le point du transit, c'est que d'un point de vue technique, on passe par un intermédiaire, mais aussi pour qualifier ça, c'est qu'habituellement, c'est un achat. On passe vers notre fournisseur d'Internet à nous. Il y a une tarification qui est reliée à ça. On paye notre Internet. Évidemment. Peut-être ce qu'on peut se dire tout de suite, c'est que ce n'est pas le chemin le plus idéal. Pourquoi? Parce que techniquement, on passe par un réseau intermédiaire. On passe dans ce réseau-là qui est multiples routeurs interconnectés. L'idéal serait passer par un chemin direct. Le transit n'est pas la meilleure, la plus optimale, évidemment, pour rejoindre la destination parce que je passe par un intermédiaire. Et aussi, d'un point de vue de tarification, souvent, c'est facturé à l'utilisation, ce type de lien-là. C'est souvent des grosses bandes passantes. Un client qui va magasiner un lien 100 MB, un lien gig avec Fibronoir, c'est souvent habituellement une consommation limitée. Mais dans ces types de liens-là, Fibronoir, nous, c'est de multiples liens 100 GB qu'on a en termes de transit. Ça va être habituellement fait en termes d'utilisation de la facturation va se faire. Le point étant qu'il y a un avantage technique pour nos clients, puis un avantage financier pour Fibronoir à éviter d'utiliser ces points-là. Si je suis capable de parler directement avec British Telecom, je vais le faire parce que ça me coûte moins cher, puis c'est meilleur pour mon client. La latence va être plus basse pour mon client, il y a un meilleur service de cycle moyen. Donc, c'est les points négatifs qu'on peut penser en passant au transit. On aime partager ça, puis n'importe qui fait un trace route sur sa connexion Internet va être capable de trouver les noms qui sont là. Les noms qui sont là changent. On essaie de donner l'information la plus transparente, mais oui, actuellement, nos fournisseurs de transit sont Cogen, DDT, Tata, Telia, toutes des compagnies internationales. Je voulais expliquer un peu, quand je disais que Fibronoir achète de l'Internet, il achète de ces joueurs-là, en fait, de ce type de joueurs-là présentement. Donc, eux ont une infrastructure globale, internationale, qui permet après ça d'aller rejoindre des fournisseurs où ça peut être un peu plus granulaire pour aller rejoindre la destination finie là, du trafic. Là.
leurs clients, à eux, vont être les fibres noires. Ça ne sera pas une entreprise de 50 employés qui est basée au Québec, habituellement, parce que le type de requis, le type de connexion, comme je dis, c'est des liens sans ligne. Donc, c'est souvent complètement overkill pour un client de 50 employés, mais c'est tout à fait approprié pour Fibre Noire. Fait que leurs clients vont être de l'ampleur de Fibre Noire et de différents fournisseurs d'Internet. Mais voici les noms. Fait que juste garder en tête que c'est des choses qui changent. Donc, si vous écoutez ce formidable webinaire d'ici 2 ans, eh bien, peut-être c'est une autre réalité aujourd'hui. Donc, on parlait des inconvénients. Le transit, on passe par l'intermédiaire, puis finalement, il y a un désavantage financier à faire ça. C'est quoi le pire? C'est de choisir une solution. La solution qui fait le plus de sens, c'est de ne pas passer par l'intermédiaire, d'aller directement à la destination. Donc, je parlais de British Telecom en transit, mais là, mettons qu'on peut penser à Microsoft. Évidemment, Fibre Noire est interconnecté directement avec Microsoft. Donc, nous, dans le fond, on a du peering avec Microsoft qui est là. C'est vraiment le concept de peering, c'est d'avoir un lien, de se brancher directement, que les deux AS se branchent directement l'un à l'autre, dans le but d'échanger leur trafic qu'ils ont entre leurs deux réseaux. C'est bien important de comprendre que si l'AS10 voudrait parler au client C, il ne passerait pas par l'AS de 2652 parce que le but ici, ça serait qu'il passerait par une autre entité, il passerait par son propre transit à lui. Le point du peering, c'est d'échanger le trafic entre les deux entreprises sans se facturer. C'est vraiment comme une complicité à dire tes clients veulent parler à mes clients, on va se brancher ensemble et on va leur faire un pont direct sans aucune facturation parce que je sauve du transit, tu sauves du transit, nous sommes tous les deux gagnants dans cette entité-là. Il va y avoir, dans le fond, une performance pour les clients des deux côtés, puis un avantage de facturation des deux côtés. Donc, c'est une cause à effet. Le volume de trafic vers une destination fait en sorte qu'on a intérêt pour nos clients à s'interconnecter directement puisque ça assure une latence qui est plus courte pour rejoindre la destination. Puis en même temps, en bout de ligne, financièrement, c'est plus avantageux pour les deux parties là, qui sont les autres de ces connexions-là. C'est souvent plus habituellement l'avantage technique qui va être recherché parce qu'il y a un gain réel en termes de performance. Puis souvent, ça que les fournisseurs d'Internet sont benchmarkés. C'est comme quelle est ta latence pour rejoindre Microsoft, quelle est ta latence, quel est ton délai. Bon, mais oui, il y a un point financier qui est là aussi. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une qualité d'Internet à quelque part comparativement à certains fournisseurs? Est-ce que le fait d'avoir davantage d'interconnexions permet d'avoir un Internet qui est généralement plus performant qu'un autre? C'est sûr que si je reprends mon exemple ici, et pour rejoindre Microsoft, la S10, pour le rejoindre, si je passe par la S6, ensuite 14, ensuite 1, puis ensuite je rejoins la S de Microsoft, j'ai passé par 3 AS dans le milieu. C'est sûr que plus il y a d'intermédiaires, moins performants dans le fond et de mon réseau. Le but, c'est d'avoir des accès directs. Puis c'est la raison, c'est le but dans le fond du peering. Intéressant. Le peering, c'est ça, c'est que les deux personnes se parlent, on va aller se peerer ensemble, on s'interconnecte, on échange notre trafic l'un à l'autre, meilleure performance, puis une tarification plus avantageuse à l'interne de la compagnie. Le point, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs sur Internet. Il faut mettre notre énergie là où ça en vaut la peine. Nous, on a plus de trafic. On peut penser à Microsoft, c'est une compagnie significative pour Fibre Noire. Mais c'est que ça peut être fastidieux d'aller chercher 100, 200, 400, 500 peers pour mettre ça en place. Le point, c'est qu'au départ, il y avait des câbles, il y avait des interconnexions privées qui se faisaient. Je prenais un câble entre mon routeur et le routeur du partenaire, on se branchait l'un à l'autre, on montait notre peering en BGP, on échangeait notre trafic. Ça peut être valable pour un, mais à un moment donné, après 400 fois, après 500 fois, ça faisait dans le fond que c'était un processus fastidieux de monter du peering. D'où sont venus les IX. Qu'est-ce qu'un IX, un Internet Exchange? C'est une place, un endroit populaire, un centre de données qui est déterminé pour dire je suis un fournisseur de peering, je suis une place qui permet, dans le fond, à des joueurs d'Internet de s'interconnecter l'un à l'autre facilement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont été dans un gros centre de données, ils ont mis une maudite gros switch dans le milieu ou un ensemble de switches dans le milieu. Tout le monde se branche à cette switch-là en layer 2 et tout le monde a la possibilité, en se branchant à une seule switch avec un seul port, à accéder à un bassin, dans le fond, de joueurs sur Internet, puis ensuite décider, je vais peerer avec lui, je vais peerer avec lui, sans changement physique. Parce que je me branche une fois dans cette switch-là, j'ai accès, dans le fond, à tous les joueurs qui sont dans l'AX. C'est ce qui a amplifié, ce qui a facilité, dans le fond, le nombre d'interconnexions de peering. Ça permet de se dire, je vais aller dans un AX, je vais payer ma cotisation, parce que je vais quand même débourser des frais pour accéder à cette infrastructure-là qui est mise à ma disposition pour accéder à d'autres réseaux. Mais une fois que c'est fait, j'ai écrit dans le fond à l'AS10, à l'AS1, à l'AS14, bonjour, je suis maintenant dans l'AS 1, 2, 3, 4.
voulez-vous peer avec moi? Les autres aussi sont déjà branchés, donc les parties, le point physique est fait, on passe dans le fond à l'établissement des. Logique. Exactement. Donc, c'était ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'au départ, c'était un point fastidieux de mettre des incarnations privées. Fait qu'il y a les AX qui sont venus pour faciliter, dans le fond, le point de peering parce que tout le monde bénéficie de faire des peerings. Comme je disais, meilleure performance pour les clients, puis un avantage parfois financier. Les AX que nous, on est Fibre Noire, c'est tout à fait public. Si vous tapez sur Internet PeeringDB Fibre Noire, vous allez avoir accès à cette information-là. On est présent au KIX, au Québec Internet Exchange, qui est dans le centre-ville de Montréal. Vous pouvez penser à un centre de données populaire sur la rue René Lévesque, par hasard. Il y a le TOEX, qu'on est aussi présent, aussi sur Front Street, je pense que c'est une rue qui est populaire à Toronto, qu'on est présent là. Le VanX, DICIX à New York, sont les 4 points d'AX que nous, dans le fond, on va chercher du peering avec une multiple panoplie de personnes sur Internet. Est-ce qu'il y a un concept de redondance dans ce nombre d'AX-là? Est-ce qu'il y a souvent les mêmes sessions de peering qui peuvent se retrouver individuellement à plusieurs endroits? Oui, c'est un bon point, c'est que je donnais un nom fictif, l'AS 10, mettons. Mettons qu'il est présent dans tous ces AS-là, je pourrais monter du peering dans ces 4 AS-là entre nous et cet AS-là en question. Ce que ça ferait, c'est que si je suis situé, je suis le client de Fibre Noire, je vais accéder à ce contenu-là, à l'AS 10, je vais utiliser dans le fond le KIX, qui est géographiquement avantageux, mais si ça tombe, ensuite je vais passer à Toronto, et ensuite ainsi de suite jusqu'à temps que je prenne le chemin le plus optimal pour rejoindre ma destination. Mais il faut évidemment que le joueur en question soit dans de multiples AS où moi aussi je suis présent. Compris. Notre peering, à nous, Fibre Noire, comment ça marche, c'est quoi? On veut, dans le fond, donner de la transparence. Ici, c'est un site tout à fait public. Vous pouvez voir le lien que j'utilise, le bgpview.io. Vous voyez bien, là, soit dit en passant, si quelqu'un peut me confirmer, là, juste que vous voyez ce qu'on présente présentement. Sinon, regardez, ça devrait tout à fait aider. Voilà. Le point, c'est la colonne ici, je vais montrer IPv4 Peers. Donc, ce chiffre-là représente une liste de tous les joueurs qui ont un AS au Canada et que nous, notre Fibre Noire, on a accordé une importance à monter à un nombre de sessions de peering le plus grand qu'on peut, que là, selon la dernière information que ce site-là recueille, on sera à 474 sessions de peering. Fait qu'il y a 474 AS que nous, on est capable de rejoindre directement sans intermédiaire. OK. Vous pouvez voir dans le fond, ainsi va la liste. Ici, on regarde en IPv6. On est aussi, dans le fond, assez dominant dans ce point de vue. Là, dis-moi, aujourd'hui, Samuel, on a sûrement des gens qui écoutent qui ont un Internet Vidéotron à la place d'un Internet Fibre Noire. On parlait tantôt de qualité d'Internet. Est-ce que ça veut dire que les clients Vidéotron ils ont un chemin moins direct? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Dans le fond, c'est que Vidéotron a beaucoup mis l'accent sur un marché résidentiel, que souvent à la maison, on ne veut pas accéder au même contenu qu'à l'entreprise. Là, vous allez dire aujourd'hui, la réalité télétravail brouille les cartes, mais on peut penser que ces réseaux-là ont été bâtis sur de nombreuses années. Le point étant que Vidéotron avait une concentration de trafic très importante avec peu de joueurs. C'était vraiment l'opposé avec Fibre Noire. On a toutes sortes de clients, toutes sortes d'entreprises qui autant vont fournir une plateforme de téléphonie IP jusqu'à offrir juste une page web statique pour dire quels sont les services qu'ils font. Ils vont vouloir accéder à toutes sortes de types de contenus, ce qui fait que nous, on a opté vraiment pour, avec le temps, bâtir vraiment un éventail plus large, dans le fond, de peer pour avoir une connexion plus directe, puisqu'on avait, dans le fond, un focus uniquement exclusif sur l'entreprise, puis qu'on n'avait vraiment pas, dans le fond, de concentration résidentielle. Donc, si je reformule, au final, c'est que Vidéotron sont sans doute interconnectés avec les joueurs principaux qui ont autant d'importance pour Vidéotron et Fibre Noire. Simplement que Fibre Noire a décuplé sa quantité de peer pour être plus près des petits joueurs en entreprise dans le marché québécois, par exemple, ou canadien. Oui, c'est que, puis aussi, il y a le point que Fibre Noire, c'était une compagnie de 50 personnes, 100 personnes, et que c'était extrêmement agile pour dire tu es présent dans cette AS-là, je suis présent, j'ai aucune idée qui sont tes clients, tu as peut-être dans le fond quelques adresses IP que tu as là, mais je veux quand même peer, toi, ça va être fait. Puis si un de nos clients veut rejoindre ton réseau, eh bien, il sera disponible. Ben oui, c'est ça. Donc, il y a le concept, il y a le point aussi d'agilité ici. Puis j'utilise ce site-là, mais il y a d'autres sites n'hésitez pas à comparer. Il y a Hurricane Electric aussi, il y a différents joueurs sur Internet qui benchmark, qui font ces statistiques-là. Je ne veux pas dire si ici on regarde une référence absolue, libre à vous d'aller comparer.
Nous aussi, on voulait parler de notre politique de peering. Si vous allez sur notre site Internet, vous allez être capable de voir c'est quoi notre politique de peering parce que ça reste à la discrétion de l'entreprise de dire je vais me peerer avec cette compagnie-là pour des raisons politiques, pour des raisons financières, pour des raisons stratégiques. Il peut y avoir ou non, dans le fond, des sessions de peering qui sont là. On a une politique qui est publiquement affichée. Principalement, ça dit on est ouvert à se brancher à n'importe qui, à moins qu'ils sont clients transit chez nous. Dans le fond, c'est qu'il faut choisir un peu sa bataille. Est-ce que tu veux peerer avec nous ou tu veux qu'on soit ton fournisseur d'Internet ici? Si c'est le cas, on va peerer, on ne va pas peerer avec toi, on va te fournir vraiment un full-fledged Internet du transit. Arrête-moi si j'ai des questions, si je vais trop vite. Non, je pense à moins que quelqu'un, n'hésitez pas à nous écrire encore une fois dans le chat s'il y a des points que vous aimeriez qu'on revoie ou qu'on reformule différemment. Fait qu'on a parlé de peering. C'est quoi du peering? On a dit qu'il y avait les IS qui étaient là pour faciliter la vie des ISP, comme ils sont chanceux. Oui. Mais c'est que le point que je veux parler ici, le concept de PNR, de Private Network Interconnect, c'est qu'il peut y avoir énormément de trafic entre fibre noire et un joueur. Prenons Google, par exemple. Ce qui fait que le port ou les ports que j'ai dans mon AX sont utilisés à 90% pour Google. Là, à un moment donné, tu te dis, j'aimerais laisser mon tuyau disponible pour d'autres joueurs. D'où le concept, le point de PNR qui est venu pour dire, je pourrais me peerer avec Google dans les kits, par exemple, je pense qu'ils sont présents. Mais ce que je vais faire à Google, c'est qu'on va monter un câble direct entre fibre noire et Google pour offloader le trafic du AX parce que, anyway, Google est présent à Montréal, je suis présent à Montréal. Montons notre câble entre nos deux réseaux, mettons-nous un lien direct de peering entre fibre noire et Google pour soulager, dans le fond, le trafic du AX et les liens dédiés. Donc, on a des PNR, de multiples liens sanguins de peering avec Google, avec Microsoft, avec Amazon. Aujourd'hui, c'est la taille de fibre noire qu'il y a en termes d'ampleur avec ces partenaires de peering de ce type. Donc, on a des PNR. On va parler de transit, je parle beaucoup. Oui. On va parler de peering, on va parler de CDN. Fait qu'on disait transit, c'est le chemin le moins préférable. Peering, c'est un chemin plus préférable. Le CDN, c'est encore la meilleure avenue possible. CDN, Content Delivery Network, c'est un réseau de caches, dans le fond. C'est des caches qui sont mises à la disposition de fournisseurs d'Internet dans le but de ne pas que si tu veux rejoindre mon contenu, j'aimerais ça t'éviter de venir dans mon réseau, que tu aies accès à ce contenu-là directement dans le fournisseur d'Internet. Pour que mon lien de peering qu'on a, en fait, soulager aussi ce trafic-là pour laisser ton trafic chez vous finalement. Qu'est-ce qu'un CDN? C'est des serveurs de cache qu'un fournisseur de contenu met à la disponibilité de différents fournisseurs d'Internet, comme Fibre Noire, dans le but que les clients de ce contenu-là aient accès au contenu sans quitter l'OS en question. On peut y aller tout de suite avec nos CDN, parce qu'on va donner des noms dans le fond. Akamai, c'est un très grand joueur de cache, un très grand joueur qui offre leur service de CDN, de cache à différentes entreprises. Google est d'une consommation incroyable tous les jours. Donc, ils vont offrir leur serveur de cache aux entreprises. Donc, on a des caches d'Akamai. Fibre Noire, des caches d'Akamai, c'est les CDN qu'on a dans notre réseau. Des caches d'Akamai, des caches de Google. On utilise aussi les caches de Netflix, de Vidéotron. On parlait du focus Vidéotron d'un point de vue résidentiel. Le contenu de Netflix est habituellement plus consommé sur le réseau, sur le secteur résidentiel. Avec le télétravail, on ne sait pas vraiment. Anciennement, c'était ça la réalité. Mais bon. Mais comment ça marche un peu plus le CDN? Si je rentre un peu plus technique, c'est que ça va vraiment marcher d'un point de vue DNS. L'exemple classique, ça va être habituellement les Olympiques. Les Olympiques, c'est une concentration de 2 semaines que tout le monde veut accéder au même contenu sur une fréquence de temps très courte. Fait que plutôt qu'aller mettre des serveurs d'Akamai, Akamai c'est le fournisseur habituellement de Radio-Canada, par exemple, si je ne me trompe pas, plutôt qu'aller mettre des serveurs d'Akamai partout, des serveurs de Radio-Canada partout, juste pour 2 semaines, ils vont mettre le contenu statique, habituellement le contenu hautement utilisé, hautement disponible de Radio-Canada sur leur cache. Et quand je vais taper radiocanada.ca/olympique, je vais résoudre avec une adresse IP. Et cette adresse IP-là va être disponible sur les serveurs de cache de Fibre Noire, mais elle va être aussi en fait disponible d'une multiple manière. La manière que les Internets sont faites, je prends toujours la route, le chemin le plus court pour accéder à ce que je veux faire. Donc, si l'adresse IP de Radio-Canada, de Radio-Canada pour les Olympiques que je résous, c'est une adresse IP qui est sur les caches,
Le client A va dire, ah, tu veux rejoindre l'adresse IPX, parfait, l'adresse IPX est dans le réseau de cache de fibre noire, et voici ton contenu est accédé. Le fournisseur de contenu décide qu'est-ce qui est sur ses caches, de qu'est-ce qu'il met dans sa cour. Fibre noire, tous les utilisateurs de CDN, ils mettent ça juste à disposition de leurs clients, mais ne décident pas qu'est-ce qui est dans le contenu CDN et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est fait, comme je disais, basé sur DNS, puis qui contrôle le domaine, c'est le fournisseur de contenu. Le diffuseur, là, ouais, OK, je comprends. Transit du Perrine et du CDN. Vous voyez, on est parti du haut vers le bas. Fait que l'idéal, c'est toujours du CDN, mais bon, il faut que le contenu soit sur un joueur qui mette ça public. Sinon, on passe au Perrine, puis dans le pire des cas, si on va aller chercher British Telecom, on va passer sur du transit. Ben, c'est bon, je suis dans les temps. Ben oui, ça va bien. Tu peux prendre une gorgée d'eau, peut-être, Samuel. En attendant, s'il y a des gens, encore une fois, qui ont des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Est-ce que le niveau il est bon au niveau technique? Est-ce qu'on va assez granulaire dans nos réponses? Peut-être juste nous donner un petit ordre d'idée à cet effet-là. Sinon, Tier 1, Tier 2, Tier 3, qu'est-ce que ces choses, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le troisième sujet qu'on va aborder. C'est à la base du Tier 1, du Tier 2, du Tier 3, c'est beaucoup de marketing. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'un fournisseur peut approcher un client à dire « Moi, je suis Tier 1 provider. Est-ce que tu fais affaire avec un Tier 1 provider? Qui es-tu? » Et là, il peut y avoir toutes sortes de formulations qui sont utilisées. Parce que moi, je suis un Tier 1 provider à Rimouski. Mais moi, je suis un Tier 1 provider au Québec. Moi, je suis Tier 1 provider au Canada. À Saint-Tite-des-Caps, un Tier 1, c'est facile d'être Tier 1 à Saint-Tite. Donc, on peut jouer avec les mots. Là, le but, c'est d'essayer de démystifier ça. Nous, Fibre Noire, quand on utilise le terme de tier, c'est toujours un point de vue international. C'est dans le monde, sur la hiérarchie sur Internet, où est-ce que tu te situes? Internationalement, oui, c'est dans le monde. Oui. Donc, qu'est-ce qu'un Tier 1? Un Tier 1, c'est quelqu'un qui n'achète pas d'Internet. Lui, il est tellement big, il est tellement gros que tout le monde veut accéder, dans le fond, à son réseau. Puis, les autres joueurs de sa grosseur, ils vont peerer avec lui. Ils vont faire ben, je ne te vendrai pas de Internet parce que tu as autant de clients que moi, tu as autant d'adresses IP disponibles que moi, on va peerer ensemble. Ce qui font que les Tier 1 providers se peerent ensemble et vendent leur service Internet aux Tier 2 providers, aux gens qui achètent leurs services. Donc, c'est vraiment la caractéristique habituellement que nous, Fibre Noire, on utilise. Un Tier 1 provider n'achète pas d'Internet sur la Terre. Ce sont, par exemple, ceux qui détiennent les câbles intercontinentaux ou les réseaux dorsaux les plus grands, les plus volumineux. C'est eux qui payent pour ça parce qu'ils amortissent exactement. Puis, un Tier 1 provider, habituellement, comme je disais, ce service, il ne va pas vendre un 100 mètres d'Internet. Il ne va pas venir se brancher chez toi. Non, c'est ça, parce que lui, dans le fond, il ne cherche pas non plus à avoir ce bassin de clients-là. Il va aller chercher à vendre ses services à des fournisseurs majeurs d'Internet, de contenu, qui veulent acheter des pipes de 10 gigs, de 100 gigs, de 400 gigs, et ainsi de suite. Donc, c'est des grosses bandes passantes. Donc, le concept des Tier 1, il n'achète pas d'Internet, il vend son Internet et il peer entre les autres Tier 1 providers. D'où le fait que Fibre Noire achète de l'Internet de Tier 1 provider. Donc, il peut se dire, je suis un Tier 2 provider. Le fait, j'achète d'un Tier 1, donc, puisque j'achète d'un Tier 1, je suis en dessous d'eux, donc je peux me dire, d'un point de vue international, je suis Tier 2. Et ceux qui achètent de l'Internet de Fibre Noire peuvent se dire, je suis un Tier 3, parce que j'achète d'un Tier 2 qui achète d'un Tier 1. Et ainsi peut se faire la pyramide. Et peut-être ainsi, vous pouvez voir aussi que si je dis que je n'achète pas de services Internet à l'extérieur du Canada, donc tout le monde achète des services d'Internet de moi, je n'achète pas d'Internet à l'extérieur du Canada, je peux m'auto-proclamer Tier 1 canadien. D'où le fait qu'on disait Tier 1 Québec, Tier 1 Rimouski. Tier 1 Saint-Joseph-du-Lac. C'est bon, mais le point étant que Fibre Noire se considère un Tier 2 provider worldwide, on pourrait, j'imagine, se dire Tier 1 Canada, ça devient ridicule. Le point, c'est tu achètes de qui ton Internet? C'est vraiment ça la question, tu achètes de qui ton Internet parce que les plus hauts joueurs ont des caractéristiques plus restrayantes habituellement, et ainsi de suite. Donc, l'objectif, admettons, pour un fournisseur québécois ou canadien, c'est d'être un Tier 2 du point de vue international parce que tu es le plus proche de l'interconnexion avec les autres fournisseurs à plus grande échelle. Tandis que nationalement, on pourrait se considérer comme étant Tier 1 au Canada, par exemple. Oui, mais on ne le fait pas. On reste objectif sur le plan global.
Mais le fournisseur d'Internet à Rimouski ou à la belle ville que tu nommais, lui pourrait, dans le fond, être considéré un Tier 3 provider. S'il achète, il pourrait acheter le service de fibre noire, il pourrait être considéré un Tier 3 parce qu'il achète de lui. C'est un peu le point en Tier 1, Tier 2, Tier 3. Je ne sais pas, il y a des questions? Oui, je les lis au fur et à mesure. C'est plus des réponses à mes questions à moi. Fait que parfait. Tout a l'air bien allé. Donc, Tier 1, Tier 2, Tier 3, c'était les caractéristiques qu'on voulait ici. Donc, comment ça marche chez Internet? Un ensemble de CDN, de peering, de transit, bref, tout le monde s'interconnecte de la manière qu'ils veulent. Tu vas toujours prendre le meilleur chemin, le chemin le plus rapide dans ton réseau, c'est la manière que les réseaux IP sont bâtis. On check dans la table de routage. La table de routage, il y a des routes, différents types de routes, mais souvent, disons, pour accéder à Internet, des routes BGP. Et là, je vais voir quel est l'AS path le plus court, quel est le chemin d'AS à faire pour rejoindre la destination. Le plus court sera le mieux, l'emportera. Donc, nonobstant le genre d'interconnexion que ton fournisseur Internet a, dans la situation dans laquelle tu te trouves, ton trafic va toujours utiliser le chemin optimal qui lui est mis à disposition. Oui, puis en fait, si on revient au peering, là, un peu notre fierté, là, on va le dire honnêtement, si j'ai 474 peers, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des routes directes que si j'en ai beaucoup moins de ça. Je comprends. Donc, c'est un avantage que nous, Fibre Noire, on aime bien mettre de l'avant, puisqu'on a bâti et on a travaillé aussi sur ce point-là avec le temps. On se passe un autre truc. Fait que le chemin direct l'emportera. Fait que ici, mon client A qui veut parler à sa destination prend un lien de peering parce que ce client, cette destination-là, on pourrait dire, dans le fond, c'est Microsoft Teams. Donc, j'ai mon client A qui peut accéder à Teams. Il fait vraiment peer directement avec Microsoft. Il y a des PNR avec Microsoft dans de multiples villes, avec de multiples liens de sans liens. En fait, 10, je crois que c'est des liens sans liens seulement, en fait. Donc, une fois que je suis chez Microsoft, j'accède à le serveur de Teams et le chemin revient. Il y a André qui nous pose une question. Je vais la lire. Là, en fait, c'est qu'on entend beaucoup parler depuis plusieurs années de l'épuisement des adresses IPv4 qui sera inévitable. Puis, il semble toujours trouver des solutions créatives pour repousser le deadline. Là. Donc, on sait qu'il y a un nombre fini d'adresses IPv4 puis un nombre exponentiel qui explose tout le temps là, de gens qui font l'utilisation de ces adresses-là. Est-ce qu'on approche vraiment de l'épuisement des adresses? Est-ce qu'il va y avoir juste une hausse de prix? C'est quoi les solutions qui sont mises à notre disposition? Moi, je pense que ça va être la hausse de prix. Puis à date, ce qu'on a vu, c'est que les clients sont prêts à payer la hausse de prix. Ouais. C'est vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, c'est une question de demande et d'offre. Hein? La loi de l'économie assez de base. Quand il va y avoir tellement de demandes, les prix vont être tellement ridicules qu'à un moment donné, les gens vont se faire des business cases, c'est-à-dire je vais sauver de l'argent à migrer en IPv6. J'ai toujours repoussé ça. Je n'ai jamais eu l'incitatif financier parce que malheureusement, c'est souvent des raisons financières qui déterminent les projets. Le point étant que ça va tellement me coûter cher conserver mes adresses IP ou acquérir les adresses IP que j'ai besoin d'ajouter que là, finalement, plutôt que de m'embarquer à payer ça, je vais entamer mon projet d'adresse IP V6, de migration de V6 à V4. OK. Fibre offre du V6 à de l'adresse IP V6 sur toutes les connexions Internet qu'ils offrent. Si vous avez eu une discussion contraire avec notre support ou Apple, sachez qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a cette disponibilité-là. En fait, nous, on offre le IPv6 sur toutes les connexions qu'on a. Le point aussi, que par contre, ce qui me ferait, c'est que j'avais un ami qui me partageait une image assez cocasse dernièrement. Il me disait, ça, c'est moi, il y a 20 ans, qui se mettait une adresse IPv4 dans mon serveur. Puis il me disait, dans 20 ans, je ne ferai plus jamais ça. Puis 20 ans plus tard, ça, c'est encore moi qui mets mon adresse IPv4. Puis bon, le V6, je ne sais pas quand est-ce que ça vient. C'est vraiment une question de priorité. On vise nos priorités. Puis souvent, le statu quo est plus. Le coût d'acquisition d'un bloc d'adresse IPv4 n'est pas encore suffisamment haut pour justifier les gens à se casser la tête à migrer vers une solution IPv6, en résumé. C'est la réalité qu'on a vue, mais la bonne nouvelle quand même, c'est que les fournisseurs de contenu mettent habituellement toujours leur contenu disponible en IPv6. C'est sûr que si Google, Microsoft et Amazon AWS ne sont pas disponibles en V6, ça ne sert à pas grand-chose de monter l'Internet V6, mais tout ça est disponible depuis fort longtemps. Il y a ce point-là au moins qui fait que ce n'est pas un frein à l'adoption de V6. Puis, c'est Jean-François qui nous a posé la question. Il y a quelqu'un qui m'a fait le message. Je suis désolé, Jean-François. C'est corrigé. Parfait. Le meilleur chemin l'emportera. Donc, ceci approche la fin, puis n'hésite pas à m'interrompre s'il y a d'autres questions. Oui, en fait,
dans le final de l'objectif, peut-être je vais te poser la question tout de suite que je m'étais pris en note. Là. On entend des fois parler là, des gens qui font du BGP directement avec leurs fournisseurs. Peut-être est-ce que tu peux expliquer pourquoi qu'on fait ça? Est-ce qu'il y a des avantages à le faire? Puis ça consiste en quoi faire du BGP avec son fournisseur directement? Ben oui, on va retourner à la prémisse de base. Oui. Faire du BGP dans cette illustration-là ici, que j'ai une seule connexion Internet avec un seul fournisseur, ne donne aucun avantage, ne donne aucune raison à faire. Si j'ai un lien Internet bien simple de mon fournisseur, je n'ai pas d'avantage parce que le but de faire BGP avec son fournisseur ou ses fournisseurs, c'est d'influencer le trafic. Est-ce que je passe à droite ou à gauche, prends-tu mon lien 1 ou mon lien 2? C'est vraiment d'influencer le trafic. Si je prends l'image de droite ici, j'ai deux fournisseurs. Fait peut-être que mon fournisseur 1 est plus performant que mon fournisseur 2. Donc, je veux moi-même contrôler qu'est-ce qui passe. Ouais, exactement. De cette manière-là. Des fois aussi, c'est juste une question de bande passante. Peut-être que le fournisseur 1 a une plus grande bande passante que mon fournisseur 2, puis je vais être capable quand même d'envoyer un certain trafic sur mon fournisseur 2. Fait que BGP, ça fait du sens quand il y a plus qu'un lien. Quand il y a plus qu'un lien, puis ça peut être plus qu'un lien d'un même fournisseur. Ça fait on peut offrir 2 connexions Internet en diversité, avec une complète diversité, puis que le client fasse du BGP avec nous sur un OS qu'on lui donne s'il n'en a pas de manière privée. Puis lui, il peut décider, je vais prendre mon lien 1, mon lien 2. Mais le cas le plus diversifié, classique sur Internet va être, je suis une entreprise, j'ai mes propres adresses IP, j'ai mes 2, 3 fournisseurs d'Internet, peut-être si je suis de cette ampleur-là, avec BGP, je vais contrôler moi-même, dans le fond, influencer le trafic. Parce que peut-être, dans le fond, mon fournisseur 1, je remarque qu'il y a un problème à rejoindre Teams, je ne veux pas contacter mon fournisseur pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Je vais dire, contourner le problème. Exact. Je vais essayer d'influencer le tout pour que mes adresses IP, dans le fond, passent vers ailleurs pour accéder à Teams. Fait que c'est soit souvent un concept de redondance ou un concept de juste logistique de trafic entre 2 liens qui sont mis à la disposition, par exemple, donc d'influencer le chemin du trafic. C'est du contrôle, c'est vraiment contrôler le tout. Est-ce que c'est mieux de faire du BGP? Ben, ça dépend un peu de la topologie de l'architecture du client. OK. Si on revient aux questions, parce que comme on disait, d'entrée de jeu, on aime répondre aux questions. Les Internet, comment ça marche? Un nuage, des réseaux interconnectés ensemble. Puis quand vous vous connectez à Internet, vous connectez à un des joueurs qui, lui, est interconnecté, idéalement de multiples manières avec de multiples joueurs et fournisseurs. La différence entre les opérateurs, ça va être vraiment ils achètent de qui, leur transit. Ça va être ils se peer, comment et avec qui. Peut-être si moi je suis une entreprise et que 90% de mon trafic va vers un joueur, ça pourrait être important de demander à mon fournisseur comment est-ce que tu accèdes à ce réseau-là? Ça peut être significatif. L'architecture de transit, l'architecture de peering, puis est-ce qu'il y a des caches de CDN? Est-ce que c'est valable pour moi? Parce que peut-être qu'on peut offrir des caches Netflix à des clients, mais pour eux, ils n'envoient pas la valeur. Différence entre transit, peering, CDN, on en a, je pense, parlé d'un bon moment. Un T1, c'est une entité qui, au niveau international, n'achète pas d'Internet. Puis finalement, pour finalement aboutir peut-être à une question des examens, si je suis fournisseur d'Internet, chez Firmware, comment est-ce que j'accède à Netflix? Ça va être avec les caches qu'on a disponibles. Avec Azure, en fait, Azure, c'est chez Microsoft. Avec un PNR, on a des liens directs avec Microsoft. Puis Slack, je parlais de Slack parce que je pense que c'est une application assez populaire maintenant dans l'entreprise. On peer directement avec Slack, si je ne me trompe pas. Je pense dans plus qu'un IX, même si je ne me trompe pas. OK. Puis là, c'est des exemples, mais la meilleure manière d'obtenir réponse à ces questions-là, c'est sur votre fournisseur actuel de faire un traceroute, de faire un traceroute vers l'adresse IP, le nom de domaine, l'application que vous cherchez à accéder, puis vous êtes capable sûrement de voir les noms que vous allez voir dans le traceroute sont souvent parlent beaucoup. Si vous voyez dans un traceroute le mot Tata, ça pourrait être un fournisseur de transit de votre fournisseur d'Internet, par exemple. Bien compris. En tout cas, on espère avoir démystifié cette bête qu'est l'Internet, qui est à la fois étonnamment logique et simple dans sa définition, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on utilise tous à tous les jours, mais à travers lequel on est un petit peu aveugle de la mécanique des choses derrière. Donc, c'était fort intéressant, du moins pour moi. J'espère que pour vous aussi.